Dans le texte final, d'abord, il peut y avoir des dispositions avec lesquelles nous sommes d'accord, mais voilà, on voit bien qu'il y a une volonté finalement de mettre dans la loi des dispositions qu'on n'a pas le courage de mettre en œuvre. Alors, je vous donne un exemple concret. Quand on les met dans la loi, c'est qu'on veut les mettre en œuvre. Oui, mais précisément, vous savez qu'il y a beaucoup de lois qui ne sont pas adoptées. Je vous donne un exemple concret. Comment la fermeture administrative des lieux de culte, oui, qui est une des dispositions qu'ils veulent mettre en œuvre. Dans le cadre de l'état d'urgence, c'est-à-dire depuis maintenant près de 2 ans, ils pouvaient le faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas les mêmes gouvernements. Donc là, je vous parle de la prochaine fois. Est-ce que juste, il faut qu'on passe à d'autres sujets. Il y en a 30 est-ce que vous allez voter sur 120 qui sont. Est-ce que, justement, elle durcit les conditions de fermeture justement des lieux de culte, cette loi. Mais est-ce que vous allez la voter ou pas? Mais on va voir ce qu'il y a dans le texte final. Encore une fois, il y a des dispositions avec lesquelles nous sommes d'accord, mais il y a aussi des dispositions qui nous semblent totalement inopérantes. On a l'impression que vous avez du mal au Front National à trouver une position claire. Les manifestations contre la loi travail. Une partie d'entre vous, il n'y a pas eu de consigne, au contraire, il y a eu une consigne de ne pas participer aux manifestations, tout en disant que vous n'êtes pas vraiment pour. Et du coup, je trouve que ça reflète bien le problème. Sur cette loi travail, en fait, vous qui défendez les TPE, les PME, il y a des mesures qui sont plutôt positives en leur faveur, donc vous êtes plutôt pour. Mais en revanche, il y a un Florian Philippot qui descend dans la rue, qui va manifester contre en dénonçant cette loi travail XXL quasiment. Donc, est-ce que c'est pas emblématique de votre difficulté à vous positionner et le débat interne qui est évidemment assez clair, même assez public dans le fond, entre sur quelle ligne adopter après la présidentielle? Je crois d'abord qu'on est clairement opposé à ces ordonnances et on voit bien qu'elles répondent à aucune des deux exigences de l'économie française. Il faudrait plus de protection et plus de simplification. Or, on ne protège pas l'économie française et on a une fiscalité, des charges qui restent très élevées et une inflation de normes, de règles qui placent nos entreprises souvent dans une situation d'insécurité juridique insupportable. Ces ordonnances ne s'attaquent à aucun des véritables enjeux qui permettraient de créer des emplois en France. Ensuite, on voit bien qu'on essaye finalement de fragiliser les salariés sans véritablement régler le problème des entrepreneurs et de ceux qui créent de l'activité économique dans notre pays. Nous sommes donc résolument opposés à ce projet. Mais vous ne descendez pas manifester, mais vous n'apparaissez pas comme les opposants à cette loi. Non, ce que je veux dire, c'est que de fait, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon, la CGT et Jean-Luc Mélenchon occupent la place et vous avez une forme de silence sur ces questions qui laissent la place et que du coup, on se dit, tiens, ils sont passés où? En fait, ils sont en train de régler leurs problèmes internes. Non, pas du tout. On ne va pas manifester avec l'extrême gauche politique ou syndicale, qui n'a jamais d'ailleurs défendu les salariés dans notre pays. C'est vrai. Florian Philippot, il est descendu dans la rue. Oui, mais c'était avec les forains qui ont d'autres revendications sur un autre sujet. Mais très clairement, on combat ces ordonnances, mais ni de la même manière, ni pour les mêmes raisons que l'extrême gauche. Voilà. Nicolas Dupont-Aignan s'est dit favorable ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, un rapprochement avec Marine Le Pen et Laurent Wauquiez. Il veut proposer un programme commun, une forme d'alliance des droites. C'est comme ça que vous allez vous reconstruire? D'abord, Nicolas Dupont-Aignan est un partenaire avec lequel nous travaillons. Nous avons travaillé pendant la présidentielle et je pense que ça se poursuivra dans le futur. Écoutez, moi je vois très bien que Laurent Wauquiez, il essaye d'utiliser cette vieille ficelle usée par Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a la question, c'est celle des convictions. Nous, évidemment, qu'on s'adresse à ces électeurs de droite déboussolés. Ils sont nombreux. Ils sont d'accord avec nous sur l'essentiel, sur la défense de l'identité, sur la défense de la sécurité. Vous ne parlez plus tellement ni de la sortie de l'euro, ni de la remise en question de la sortie de l'Union européenne. Je me souviens de la campagne présidentielle. On était sur un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Tout ça, c'est plus dans la nouvelle ligne du Front National. On veut une renégociation des traités européens, mais je crois qu'il faut montrer que notre projet, à la fois, il est pour une Europe des nations, des coopérations, une Europe pragmatique, c'est le contraire de l'Europe impuissante qu'ils ont construit. Et puis sur l'économie, très clairement, notre position elle est équilibrée. On veut à la fois protéger l'économie française et en même temps améliorer la compétitivité des entreprises. Mais pour répondre à votre question, nous nous adressons à tous ces électeurs de droite, bien sûr, on s'adresse à tous les Français d'une manière générale, mais ils sont nombreux à droite à être écœurés par le spectacle des Républicains. Mais la question de Laurent Wauquiez, c'est de savoir le degré de sincérité qu'est le sien, parce que finalement, on voit bien que Laurent Wauquiez, quand il était dans le gouvernement de François Fillon, il
était Robéa, il a été, comment dire, un chantre de l'Union européenne et de toutes ses dérives. Donc c'est pas avec lui que vous ferez une alliance. J'ai deux petites questions. Si vous me permettez, au Puy-en-Velay, dont il est le maire, enfin dont il a été maire très longtemps, il a laissé s'installer une mosquée tenue par les salafistes. Il a une certaine complaisance avec le communautarisme. Voilà, donc on voit bien qu'aujourd'hui il occupe un créneau de façon purement commerciale, par opportunisme, mais il n'y a pas de conviction. Et je crois que ça transparaît de façon assez évidente. Et surtout, les électeurs se sont déjà fait avoir une fois par Nicolas Sarkozy. Je ne pense pas qu'ils vont retomber dans le piège. Deux petites questions très brièvement. Vous avez un slogan, Marine Le Pen à sa rentrée à Brachet a dit vers un nouveau front. Mais certains se disent, mais est-ce qu'un nouveau front, ça peut être avec toujours la même dynastie familiale, avec les mêmes dirigeants, avec Marine Le Pen qui a déçu un certain nombre de militants après le débat notamment. Mais d'abord, il n'y a pas de dynastie familiale. Jean-Marie Le Pen n'est plus au Front National. Quant à Marion Maréchal Le Pen, elle s'est retirée, au moins temporairement, en tout cas, de la vie politique. Je crois que Marine Le Pen, elle est la mieux à même aujourd'hui de diriger le Front National et de nous rassembler. En revanche, ce qui est vrai, il y a une nécessité, c'est de refonder le Front National, de tenir compte du changement de dimension, 11 millions de voix à l'élection présidentielle. Vous changerez les statuts pour changer les dates de congrès, vous changerez... On va faire toutes les modifications qui sont utiles pour être plus efficace, plus rassembleur et pour montrer aux Français qu'il y a une voie alternative à Emmanuel Macron. Moi, je veux pas que les Français aient le sentiment d'une espèce de fatalisme. Ils ont essayé la droite et la gauche. Avec Macron, ils ont la synthèse des deux et en l'occurrence des défauts des deux. Eh bien, il y a une autre voie possible et c'est nous qui la représentons. Et vous arrivez à cohabiter parce qu'on voit bien qu'il y a des noms d'oiseaux qui se renvoient de part et d'autre parce que certains amis de Florent Philippot et certains de vos amis ont à peine du mal même à se parler. Non, il y a une période de débat interne et c'est normal et c'est plutôt un signe de maturité, de bonne santé de notre famille politique. Ce que vous évoquez, c'est infiniment moindre que ce qu'on voit partout dans toutes les autres formations politiques. Et je crois que tout le monde a sa place. Il y a des sensibilités, bien sûr. Il y a des parcours qui sont différents. Et c'est normal. L'essentiel, c'est de mener un débat fructueux sur la ligne politique, sur la stratégie, sur l'organisation. Vous viendrez nous dire celle que vous aurez adoptée. On en reparlera quand ça sera plus clair. Mais j'ai un tout petit mot. Hier, on avait un sondage Elab sur Irma. Marine Le Pen avait estimé que rien n'avait été prévu pour venir en aide aux Français des Antilles. Pour les Français, 58% des Français dans ce sondage affirment qu'il était trop tôt pour entamer la polémique sur la gestion de la catastrophe. Et certains se disent, mais bon, vous avez entendu le gouvernement, il disait lancer des polémiques sur la souffrance, c'est pas digne. Non, mais c'est pas des polémiques sur la souffrance. La souffrance des Français parce on voit bien qu'il y a eu une impréparation. Évidemment que le gouvernement n'est pas responsable d'un ouragan. Sauf qu'il y a à la fois la nécessité d'avoir une anticipation de long terme, c'est-à-dire faire en sorte que les services de l'État, les services publics existent dans ces départements d'outre-mer notamment, dont on sait quand même qu'ils peuvent donner lieu à des catastrophes naturelles de ce type. Ensuite, il y a une impréparation de court terme. On a agi 3 jours trop tard, alors qu'il fallait agir 3 jours avant. Quand vous avez le ministre de l'Intérieur qui nous explique qu'on envoie le GIGN et la Légion étrangère, c'est bien qu'il y a une situation de chaos. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ont anticipé la situation parce que c'est un mensonge. Merci beaucoup Nicolas B. Merci justement. Le général Richard Lizuret, qui est directeur de la Gendarmerie nationale, va répondre à ces accusations. Il va nous rejoindre sur ce plateau. Mais regardez ces images. Il était aux côtés d'Emmanuel Macron dans l'avion et qu'il a conduit... voilà, l'avion, c'était l'avion qui le conduisait à Saint-Martin et il avait préparé cette visite dans son avion. Vous voyez les images avec conseiller, mais donc avec le directeur de la Gendarmerie nationale, le général Richard Lizuret, qui nous rejoint sur ce plateau avec, et bien sûr, les questions de sécurité après les pillages qui ont beaucoup inquiété les habitants, les questions d'approvisionnement. Bonsoir, général, merci Bonsoir. de nous rejoindre. Vous atterrissez quasiment, vous arrivez de Saint-Martin. Je suis arrivé ce matin, effectivement. C'est ça, voilà, vous arrivez et c'est très gentil d'être sur ce plateau. Et comment vous avez vécu cette visite? Vous voyez les polémiques qui ont quand même marqué aussi les jours qui ont précédé la visite du président et votre visite. Est-ce que vous les trouvez recevables? Alors d'abord, effectivement, nous avons trouvé sur place une situation qui est extrêmement difficile pour la population qui fait face avec courage, je crois qu'il faut le reconnaître. Nous avons aussi constaté que les services publics sont engagés, tous les agents de l'État sont engagés dans la protection des citoyens, mais aussi dans le secours, dans la protection en eau.
en ration. Et je crois que c'est ça qui est déterminant, cette capacité des uns et des autres à travailler ensemble pour relever cette île. C'est pas la colère qui dominait, vous avez l'impression qu'il y avait de l'entraide et plus de solidarité Je crois que l'entraide et la solidarité l'a emporté sur la colère. La colère est là, évidemment elle est là, c'est normal. Quelqu'un qui a tout perdu, quelqu'un qui a vu sa famille en danger de mort, ne peut pas rester insensible à forcément cette réaction. Et je trouve que ce qui est rassurant, c'est que tous ensemble, finalement, en moins d'une semaine après le cyclone, ils arrivent à reconstruire quelque chose. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des pillages? Est-ce qu'il y a encore des problèmes de sécurité? Je crois qu'il y a encore des faits de délinquance. On a vu d'ailleurs hier un vol à l'étalage dans un magasin. Ce vol à l'étalage, certains l'ont qualifié de pillage. Vous voyez, je crois qu'il faut relativiser. Il y a eu effectivement un certain nombre de pillages sur lesquels nous travaillons, parce que nous avons aussi des images qui nous permettront à terme d'interpeller les auteurs, de les traduire devant la justice. On a aujourd'hui quadrillé le terrain. On a mis en place un dispositif exceptionnel en termes d'effectifs. Sur la totalité des 3000 agents de l'État qui sont présents, nous avons 700 gendarmes qui sont à pied d'œuvre. Nous avons 600 camarades des armées qui, ensemble, finalement, font face à cette menace de la délinquance qui est toujours présente. Mais à Saint-Martin, ça a toujours été une île très, très violente. Et vous diriez que vous avez suffisamment anticipé ces risques? Parce qu'on a dit que du côté néerlandais, les militaires étaient sur place tout de suite et ils ont empêché peut-être un certain nombre de débordements. Je ne suis pas légitime pour parler du côté néerlandais. J'observe simplement que pendant la visite du président, on nous a signalé des Néerlandais qui venaient en territoire français pour aller chercher de l'essence, ce qui démontre qu'ils n'en avaient pas. Les témoignages que nous avons eus ne sont pas aussi idylliques que ce qu'on peut avoir entendu ici ou là. Je ne suis pas légitime à parler de partie néerlandaise, mais ce que je constate, c'est que ce n'est pas aussi manichéen, bon d'un côté, mauvais de l'autre. Un mot, on a vu la réunion un peu de travail que vous avez eue dans l'avion avec le président, on va revoir les images justement. Comment vous l'avez trouvé? Comment est-ce qu'il réagissait Emmanuel Macron sur le terrain? D'abord, une volonté inflexible de retour à la normale, une volonté de comprendre, une volonté d'appuyer, d'aider, de soutenir, dans la durée, de reconstruire. Et je crois que c'est ça qu'il faut... Et humainement, il y a quelque chose qui vous a frappé? Ce qui m'a frappé, c'est sa conviction forte, son ton direct. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand il dit les choses, on sait ce qu'il veut. Et ça, c'est quand même, en tout cas pour un militaire comme moi, quelque chose d'extrêmement positif. Justement, ce militaire qui est maintenant quand même sous la direction aussi du ministère de l'Intérieur, on est bien d'accord? Nous sommes complètement ministère de l'Intérieur. À part pour les missions militaires où nous sommes encore rattachés au ministère des Armées, pour les opérations extérieures notamment. Justement, on parle beaucoup aujourd'hui de la prochaine loi antiterroriste, des changements de dispositifs. Un mot sur le dispositif Sentinelle qui est modifié. On l'a entendu tout à l'heure. C'est donc les militaires, le ministère surtout des Armées. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie, par exemple, pour vous gendarmes et pour les policiers en général, et aussi sur la sécurité des Français au quotidien? Est-ce que ça va changer quelque chose? L'objectif, lorsqu'on est dans un dispositif qui vise à protéger la population, c'est bien entendu de s'adapter à la menace. La menace, on l'a vu en matière d'attentats terroristes, elle est diverse. Il y a un certain nombre de capacités. On peut aller faire un acte terroriste avec un couteau, avec une voiture, avec un camion. Ce qui est important pour nous, c'est que le dispositif ne soit jamais statique. Il faut qu'il évolue, et c'est tout l'objet, d'ailleurs, de cette évolution, qui est de réfléchir à la capacité qui doit être la nôtre, de nous adapter à la menace, de nous adapter finalement à l'adversaire. Et dans ce cadre-là, c'est un vrai travail de coopération entre le ministère des Armées et le ministère de l'Intérieur. Les forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie nationale sont au quotidien sur le terrain. Les armées sont également avec nous pour faire face en protégeant telle ou telle infrastructure, en patrouillant dans telle ou telle zone. Et je crois que nous devons justement avoir cette plasticité de raisonnement qui nous permet de faire face justement à cette menace terroriste multiforme. La prochaine loi, certains la trouvent déjà liberticide, d'autres au contraire ne considèrent qu'elle n'ira pas assez loin. Est-ce que vous avez un exemple pour nous montrer en quoi elle sera plus efficace que les précédentes, la prochaine loi antiterroriste? Alors la loi antiterroriste déjà vise à assurer une transition après l'état d'urgence, sortons de l'état d'urgence et inscrivons dans la loi un certain nombre de mesures utiles. L'état d'urgence fin 1er novembre. Hein. Fin 1er novembre, absolument. Donc il s'agit en fait de poursuivre et de réfléchir sur les moyens qui nous sont utiles pour faire face à cette menace terroriste.
Je prends notamment les périmètres de sécurité, qui, ici ou là, laissent penser, enfin certains nous expliquent que tout ça c'est liberticide, qu'il ne faut pas contrôler les gens. Les mêmes, demain, s'il y avait un attentat, viendraient nous reprocher de ne pas le faire. C'est ça un peu l'ambivalence et l'ambiguïté des choses. Je crois qu'il faut trouver un point moyen entre, évidemment, un État qui serait complètement policier et un État complètement libertaire. Ce point moyen, il est trouvé, et il est en tout cas en cours de définition. Il nous permet d'avoir des moyens de contrôler des gens qui assistent à des rassemblements de personnes, qui assistent à des événements. C'est quand même le moins qu'on puisse demander à quelqu'un de nous dire ce qu'il a dans le coffre quand il vient dans un endroit où il y a quelques dizaines de milliers de personnes. Celui qui ne veut pas le faire, c'est que manifestement, il y a quelque chose à se reprocher. Moi, je pense que les honnêtes gens ne craignent pas les contrôles. Les contrôles sont plutôt craints par les gens qui ont quelque chose à se reprocher. En tout cas, c'est mon sentiment. Alors certains me trouveront liberticide, mais en tout cas, c'est mes convictions. J'ai une dernière question parce que la gendarmerie, en l'occurrence, est concernée par deux affaires en ce moment dont on parle beaucoup dans les médias. L'affaire Maëlys, la petite fille qui a disparu, et puis l'affaire Grégory qui a ressurgi. Dans l'affaire Maëlys, les recherches semblent sur le point de s'achever. Vous avez mis beaucoup de moyens. Les gendarmes ont fait énormément de travail, mais est-ce qu'il y a encore un espoir pour que la famille sache ce qui s'est passé ? En tout cas, il y a toujours de l'espoir. Nous n'arrêterons pas de rechercher. Alors les recherches opérationnelles vont évidemment se terminer, mais nous allons continuer toutes les investigations de police technique et scientifique. Nous allons continuer l'exploitation de toutes les vidéos que nous pouvons trouver. Nous allons continuer l'exploitation de tous les témoignages qui arrivent régulièrement. Et à chaque fois, ce sont des vérifications, des auditions, sous l'autorité des magistrats, bien entendu. Nous n'arrêterons pas jusqu'au moment où nous trouverons quelque chose. Et dans l'affaire Grégory, c'est aussi une affaire dans laquelle la gendarmerie joue un peu même son image, puisque là on a entendu l'avocat de Marcel Jacob il a accusé, il a dit on ne sait pas où ça va, l'affaire piétine, il est en rétention et on ne sait toujours pas. D'une certaine façon, est-ce que ça va avancer ? Alors moi je ne me prononcerai pas sur le fond des investigations, bien sûr, puisque là on a une instruction qui est ouverte. Ce qui est certain, c'est que là aussi, nous le devons à la victime. Nous devons à la victime de pouvoir toujours poursuivre les investigations, d'aller essayer de rechercher la vérité. C'est notre travail. C'est à la justice ensuite de prendre sa décision. Nous ne sommes pas des juges, nous sommes des techniciens, nous sommes des officiers de police judiciaire. Notre travail, c'est de recueillir des preuves et ensuite de faire un dossier, de présenter le dossier au magistrat. Je ne sais pas ce que sera le résultat de cette affaire Grégory. En tout cas, nous avons le devoir, là aussi, justement, en mémoire de ce petit Grégory, de poursuivre ces investigations. Merci beaucoup, Général Richard Dézuré. Merci d'être venu sur notre plateau, le directeur de la gendarmerie nationale. C'est tout de suite le 20h politique avec Alain Marchal.